et on n'est pas encore dans ces mégalopoles. Il y a Los Angeles qui est un cas particulier, mais on n'est pas encore dans les mégalopoles type São Paulo, Mexico, Shanghai, qui sont beaucoup plus complexes à filmer d'une certaine manière, parce que vous filmez une ville aussi, d'abord c'est énorme, donc déjà vous n'avez pas le côté insulaire. C'est ça aussi, Manhattan et Paris. Paris c'est intramuros, comme on dit, c'est-à-dire avec cette espèce de périph', tout ça. Bon. Donc on est quand même dans un espace clos, et Manhattan c'est pareil à cause de l'eau. Donc d'une certaine manière, il y a cette idée aussi de clôture qui est quand même très importante. Quand vous filmez, si vous faites un film à São Paulo ou à Shanghai, vous saurez où est le début, où est la fin. C'est une ville comme celle-là. Vous pouvez évidemment filmer des quartiers, bien sûr, il y a des cinéastes qui l'ont fait, mais c'est compliqué de donner un sentiment de la ville en son entier, quoi. Alors que là, au fond, vous avez, là, qu'est-ce qui filme quoi, quelques rues, quelques immeubles, un bar, enfin même deux restaurants, je sais pas, voilà. Enfin, on a un sentiment de New York absolu, quoi. En voyant ce film, on y est, et on n'a pas besoin d'en voir plus pour y être. Le fait d'en filmer plus, ça n'apporterait pas tellement plus de sensations de New York. Donc ça, je pense que ça explique peut-être aussi pourquoi ces villes ont été aussi cinématographiquement présentes et aussi emblématiquement ont marqué le cinéma à ce point-là. On pourrait peut-être ajouter Rome, d'ailleurs, qui est une ville qui a eu aussi quand même un beau destin cinématographique, mais évidemment vous avez San Francisco aussi, qui est une ville fermée aussi d'une certaine manière, parce que là aussi il y a les collines, alors ça oblige. C'est un très très beau site, San Francisco. C'est une ville qui a été moins filmée que New York, mais qui a laissé des traces profondes dans le cinéma, que ce soit pour Vertigo ou l'Inspecteur Harry, pour prendre deux pôles très différents. Il y a d'autres films sur San Francisco, mais voilà, c'est des villes fermées d'une certaine manière. Les villes ouvertes, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas les villes interminables qui n'ont plus de centre, qui n'ont pas cette urbanisation classique dans laquelle on peut se sentir bien quand on marche aussi. C'est finalement une ville où on peut bien marcher, c'est une ville où je pense qu'on peut bien filmer, en tout cas qui se prête peut-être plus au cinéma, parce que encore une fois, voilà, le déplacement. Vous n'avez pas ça, voilà, vous avez pas ça dans d'autres types de villes. Los Angeles, par exemple, c'est une ville qui a été filmée pas mal. Bon, parce qu'on est à Hollywood, non forcément, mais qui me semble-t-il n'a pas cette représentation cinématographique dont je parlais. Voilà, New York, vous y êtes tout de suite. Los Angeles, c'est plus complexe. On voit, oui, Chinatown de Polanski, on voit, bon, ça se passe dans les années 30, Collatéral, oui, effectivement, il filme Downtown. Bon, il y a d'autres. David Lynch peut filmer effectivement des fragments de Los Angeles et donner un sentiment comme ça, Mulholland Drive, voilà, très, très spécifique. Mais c'est pas la ville, quoi, finalement, c'est pas la ville dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on saisit pas l'essence d'une ville, on saisit des fragments de cet espace comme ça, interminable et une sorte d'assemblage de suburbs, de faubourgs, comme ça, de banlieues, voilà, qui s'ajoutent les unes aux autres. Mais on n'est pas dans l'appréhension d'une ville, et peut-être qu'effectivement, d'une certaine manière, à New York ou Paris sont des villes. Alors Paris peut-être va changer, peut-être que le Grand Paris va changer la nature de cette ville, j'en sais rien. Mais ça changera peut-être pas sa nature cinématographique d'ailleurs profonde, mais qui est peut-être passée maintenant, parce que je ne sais pas si aujourd'hui, par exemple, c'est difficile de filmer New York ou Paris en ayant ce même sentiment de fraîcheur. C'est plus compliqué parce que c'est plus bruyant que ça l'était. Il faut plus, les autorisations sont plus complexes à obtenir. Par exemple, si vous avez vu French Connection et ces fameuses poursuites, là, tout ça a été tourné sans autorisation quand même. Par exemple, si vous voulez, aujourd'hui ça paraît absolument impossible. On ne pourrait pas tourner ce qu'a tourné Friedkin sans autorisation. Donc c'est plus compliqué de filmer dans des villes comme Paris ou New York aujourd'hui, pour des raisons pratiques, je dirais. Et puis aussi, il y a cette idée que ce n'est pas des villes qui sont forcément épuisées. C'est plus compliqué d'arriver à donner une vision voilà, d'une ville, quoi, d'une certaine manière. Et c'est vrai que dans ce film-là, pour y revenir, la vision de la ville, elle passe effectivement aussi par l'idée qu'il y a un personnage, voilà, qui est tout le temps là et qui vous ramène à cette ville à travers son corps, la voix off, effectivement, mais aussi à travers sa façon de se mouvoir dans cette ville. C'est aussi ça qui est intéressant et intelligent, je trouve, dans ce film. C'est d'avoir inscrit ce personnage, c'est aussi, d'une certaine manière, la ville en elle-même, d'une certaine manière.
si je pense à Berlin et alors là, on est plutôt, là c'est le monumental. Là, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu l'opposé d'un film comme celui-là, parce que là, on est dans le monumental, on est dans la volonté. Mais Berlin, c'est souvent prêté à ça, parce que d'emblée, vous avez un film de la fin des années 20, alors c'est en dehors de l'expressionnisme, c'est l'autre tendance forte du cinéma urbain, où là, effectivement, on voit les villes réelles, mais à travers un montage. Vous avez Berlin, Symphonie d'une grande ville, qui est un film de la fin des années 20, qui est déjà un film qui magnifie la vie sous toutes ses formes. On est avant le nazisme, mais je ne parle pas de Leni Riefenstahl, alors qu'il est sur là, c'est sur l'exaltation de la ville moderne qui commence à être l'industrie, voilà, la beauté des bâtiments, des tours, voilà, il y a quelque chose on sent l'exaltation de la ville à cette époque. Il y a cette dimension de l'expressionnisme dont je parlais, mais il y a aussi, et Wenders il s'inscrit un peu dans cette tradition-là, je trouve, avec les ailes du désir, c'est-à-dire une volonté effectivement de parler de la, comment dire, on n'est pas dans un point de vue singulier, je dirais. Alors là, on est dans un point de vue unique et personnel et très singulier. Sur le Francky, avec Wenders, c'était l'inverse, c'était l'éclatement du point de vue, les voix, la polyphonie, cette ville comme ça totale. Et c'est vraiment quelque chose de très, très opposé, mais qui est intéressant aussi, évidemment. Et que j'ai parlé du film depuis sa sortie, je n'en pense plus rien. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est un film qui a marqué probablement son époque. Moi, ce que vous disiez tout à l'heure, justement, la structure de la ville de Tokyo fait que justement, elle ne peut pas être saisie comme l'île de Manhattan, par exemple, puisque Tokyo, c'est une ville circulaire avec. En fait, c'est comme une série de villes qui sont connectées les unes aux autres. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de. Le seul espace clos, c'est le palais impérial qui est au milieu et qui est inaccessible, en fait. Donc je pense que ça joue justement dans la difficulté de représenter la ville. En fait. D'ailleurs, la grande idée d'Usia Ossienne dans ce film, qui est un hommage à Ozu, mais qui fait autre chose que ce que c'est Ozu, c'est de montrer Tokyo comme une ville de pure circulation, c'est-à-dire où il y a des bains. Et en fait, c'est assez vrai. Moi, et c'est peut-être là où c'est pour ça d'ailleurs qu'il a saisi quelque chose de l'essence de Tokyo aujourd'hui, c'est que moi, quand je suis allé à Tokyo, j'ai l'impression que c'est une ville de train et de métro, il n'y a que ça, quoi. C'est-à-dire que ça circule dans tous les sens, il y en a tellement, des lignes diverses. Et donc, Usia Ossienne a filmé les trains, pas seulement, mais il a filmé des déplacements, quoi. Beaucoup de déplacements, mais pas des déplacements à pied, comme dans Manhattan, oui, ce qui est une ville de marcheurs, enfin, New York, c'est une ville de marche, de marcheurs, Paris. Mais là, on se déplace en train. Et du coup, c'est peut-être la meilleure manière de donner la sensation d'une ville, c'est de montrer comment cette ville est un réseau ferroviaire énorme, comme on n'existe peut-être pas beaucoup ailleurs dans le monde, quoi. D'ailleurs, le documentaire de Wenders qu'on va diffuser à Metz le 3 décembre, il y a énormément de scènes justement de trains la nuit, des choses comme ça. Et ça, comme Wenders part sur les traces d'Ozu, le documentaire commence par des images d'Ozu avec un train, mais à l'époque d'Ozu en fait, c'est vraiment ça, quoi. Je pense que Wenders il a aussi capté ce côté-là de déplacement, l'impossibilité de saisir quelque chose de vraiment fixe dans la ville en fait. Et moi j'aime bien, en tant que à titre personnel, moi j'aime bien les villes où on marche. Donc c'est pour ça que j'aime bien les films sur New York ou sur Paris. Alors Londres, c'est une ville bizarre parce que il y a effectivement, évidemment, c'est une ville importante, mais alors il y a pas mal de films importants sur Londres qui ont été réalisés par des cinéastes étrangers. Enfin, en tout cas, je pense à deux films, Blow Up, Antonioni, et un film moins connu mais magnifique qui s'appelle Deep End du Polonais Skolimowski, qui en a refait un autre d'ailleurs, Travail au noir 10 ans plus tard, qui est aussi très beau. Donc Londres, c'est une ville plus composite et plus difficile à. Pas été filmée de manière aussi emblématique mais cela dit que Paris ou New York, même si c'est une ville importante. Et là, j'en oublie, il y a beaucoup d'autres films évidemment qui se passent à Londres, mais c'est pas tout à fait aussi net que pu l'être Paris, New York ou San Francisco ou Rome, pour prendre des villes qui sont décisives de ce point de vue-là. Ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas une image de Londres aussi puissante et aussi forte par le cinéma, même si c'est une ville que moi j'adore et qui est très belle. Mais j'ai le sentiment que le cinéma n'a pas rendu justice à Londres d'une façon aussi, en même temps, dans cet ouvrage
donc j'ai co-dirigé et dans lequel beaucoup de gens ont écrit, donc c'est pour ça que je parle. Il y a un long article sur Londres qui a été fait par il faudrait relire, et sur lequel on retirerait sans doute, qui a été fait par un Anglais. On avait demandé au maximum, pas tout le temps, mais enfin à des gens qui avaient une connaissance intime à la fois du cinéma et de leur ville. Donc c'était intéressant de faire écrire un New-Yorkais ou un Londonien sur ce qu'il a vu au fond de la représentation de sa ville. Donc il y a un long article sur Londres, mais malgré tout, je dirais, moi j'ai un sentiment de moindre déploiement, de moindre mythologie, de moindre réalité de Londres au cinéma que des villes dont je parlais. Quoi. Bon, peut-être que en rentrant dans ma chambre d'hôtel, j'aurais regardé l'article, j'ai dit n'importe quoi. Mais il y a moins de films qui viennent à l'esprit spontanément aussi. Et cela dit, j'ai revu Blow Up il n'y a pas très longtemps pour d'autres raisons. Et c'est vrai que c'est un film qui est entièrement sur Londres. Enfin là, on est vraiment sur. C'est un film purement sur la ville, quoi. Donc, effectivement, c'est un contre-exemple intéressant. D'ailleurs, moi, c'est un des trucs qui m'intéresse beaucoup, par exemple, dans la ville, au cinéma, c'est le regard étranger. C'est-à-dire quand un cinéaste étranger filme une ville qui n'est pas la sienne. Alors là, on n'est pas dans ce cas-là, même si on joue sur, d'une certaine manière, voilà, ce étranger familier, mais c'est toute une histoire du cinéma et de la ville qui est intéressante, à faire aussi sur Paris. Vous avez des exemples enfin, je ne sais pas, Le Dernier Tango à Paris, ou Frantic de Paul, j'en sais rien, il y a un certain nombre d'autres films et d'autres cinéastes qui ont filmé Paris, qui n'étaient pas les Français, les Parisiens. Donc ça peut créer des choses intéressantes. Tout d'un coup, on a l'impression, par exemple, si Polanski filme Paris, Locataire, évidemment, tout de suite, c'est une ville fantastique, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la ville. Il arrive à montrer des espaces, au fond, un peu moins vus, d'une manière qui fait qu'on a le sentiment de basculer dans une forme de fantastique ou de quelque chose. Et ça, c'est assez passionnant. Et donc, je pensais à ça parce que, par exemple, Londres, ce film, malheureusement, qu'on voit peu et qui n'existe même peut-être pas en DVD, je crois que ça s'appelle Deep End, et si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande chaudement. C'est un film du début des années 70, qui était un film vraiment sur Londres de l'époque. Et là, comme c'est aussi les Polonais décidément, après Polanski, Skolimowski, filme Londres comme on l'a jamais vu filmer ailleurs, quoi. Enfin, je trouve. Et c'est sûrement lié à ce regard étranger un peu oblique, comme ça, qui fait que tout d'un coup, on a l'impression de redécouvrir une ville qu'on n'avait jamais vue avant, quoi. Ce que je trouve toujours assez passionnant. Parce qu'évidemment, quand on arrive dans une ville, si on ne la connaît pas aussi bien, alors soit on va vers le tourisme, on peut faire Lost in Translation, je dirais, pour être pas méchant, mais un peu ironique, parce que finalement, c'est un film sur la vision touristique d'une ville, mais c'est aussi le sujet du film. Bon, voilà, des étrangers qui sont en terres internationaux et qui finalement ne voient pas grand-chose d'autre de la ville que des images quasiment préétablies. Bon, sauf au début et à la fin, il y a des choses assez belles. Ou alors on fait effectivement un film où tout d'un coup on cherche quelque chose et on découvre quelque chose qui n'avait pas été montré avant, quoi. C'est assez stimulant en général. Merci en tout cas. Merci. Je vous invite